Salut et bienvenue sur Anakaland. Après les deux grosses vidéos de la semaine dernière, que d'ailleurs je vous remercie d'être allé voir en masse, ça fait très plaisir, donc après une semaine chargée, je voulais parler d'un sujet moins complexe, moins prise de tête. Et il se trouve que Netflix a sorti le film parfait pour ça cette semaine, Code 8 partie 2 qui succède donc au film Code 8 sorti en 2019. Des films de science-fiction à l'histoire intéressante dans le milieu cinématographique actuel. En effet, à l'origine, Code 8, ou Code 8, était un court-métrage d'à peine 10 minutes réalisé par Jeff Chan et mettant en scène Robbie Amell. Ce dernier a ensuite lancé une campagne de financement participatif pour produire un long métrage. La campagne a été un succès, dépassant largement son objectif initial de financement et a donc permis la réalisation de Code 8, partie 1 du coup, toujours réalisé par Jeff Chan et coécrit avec Chris Parry. Un film de 1h38 à la réalisation de qualité si on met en perspective son budget global d'à peine 2,5 millions de dollars. Même si le film est très loin d'être parfait. Un film qui a également su satisfaire les fans du genre, dont le soutien financier a permis de prouver l'intérêt pour le projet et a aidé à sécuriser les ressources nécessaires à sa réalisation. De plus, l'implication des fans ne s'est pas limitée au financement. Ils ont également participé à la promotion du film, partageant les informations sur les réseaux sociaux et encourageant d'autres personnes à aller le regarder. Ce qui donne donc un beau petit récit pour cette production très proche de ses spectateurs. Mais en vrai, Code 8, ça vaut quoi? Pour commencer, je serais très curieux d'avoir votre avis sur l'un ou les deux films. Code 8 met en vedette Stephen Amell, pour qui j'ai une affection certaine depuis l'excellente série Hang. Et Robbie Amell, son petit frère, pour qui l'affection est moins évidente, clairement. Et je suis sûr que la dynamique entre les frères Amell à l'écran a également été un point fort pour de nombreux spectateurs, ainsi que la relation entre leurs deux personnages. Le film situe son intrigue dans un monde où des personnes possédant des pouvoirs sont marginalisées et traitées comme des citoyens de seconde classe, créant un contexte de tension sociale et de discrimination, offrant donc une toile de fond intéressante pour explorer des thèmes tels que l'oppression, la justice sociale ou l'identité. À sa sortie, le premier film avait reçu des critiques plutôt mitigées. On peut apprécier son concept original et son action bien réalisée, tandis que d'un autre côté, son scénario et son développement de personnages étaient plutôt légers, voire même approximatifs. Cependant, on ne peut que saluer les effets spéciaux impressionnants compte tenu de son budget relativement ridicule. La réception du public a d'ailleurs semblé plutôt positive dans l'ensemble, en particulier parmi les fans des films de super-héros et de science-fiction. Se plaçant un peu dans la même mouvance que des films comme Chronicle longtemps avant en 2012 ou encore Project Power sorti l'année suivante en 2020 sur Netflix. Le film est alors devenu assez populaire, notamment sur Netflix, attirant un public plus large et suscitant un intérêt continu pour l'univers du film. Ainsi, la plateforme a permis la production d'une suite qui est sortie hier, soit 5 ans après le premier film. Il est à présent temps de se lancer dans cette petite critique de cette nouvelle production de Netflix. Mais avant ça, comme toujours, un petit like et même un abonnement ne serait pas de refus. C'est toujours un plaisir de voir la famille s'agrandir. En plus, on est bientôt 1000 sur la chaîne, ça aura mis le temps mais ça fait vraiment trop plaisir. Et d'ailleurs, encore merci pour ça, et c'est parti. Code 8 se déroule dans un monde où des individus sont dotés de super pouvoirs. Après avoir été exploités à bas prix, puis remplacés par des machines, ils se retrouvent marginalisés et discriminés. Connor, un jeune homme avec des pouvoirs d'électrokinésie de haut niveau, se bat pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Il tente de résister à la solution de facilité, mais finit par glisser dans le crime alors qu'il se retrouve impliqué dans un vol qui tourne mal avec un groupe de criminels dirigé par un homme nommé Marcus. Il attire notamment l'attention de Garrett, un criminel charismatique à la recherche de pouvoir pour une mission secrète. Connor se retrouve alors embarqué dans un complot plus vaste qui le confronte à la corruption et à la violence de la société qui le rejette. Avec l'aide de Garrett et d'autres super, Connor doit naviguer dans un monde où les lignes entre le bien et le mal sont floues, pour protéger ce qu'il aime et trouver sa propre voie. Au fur et à mesure que Connor s'implique dans le monde des pouvoirs illégaux, il découvre les différentes façons dont ils sont exploités et opprimés par la société, notamment pour la fabrication d'une drogue, le psych. Il rencontre également une jeune femme nommée Nia, qui est exploitée pour ses pouvoirs de guérison par Marcus, le gros enfoiré. Connor et Nia se rapprochent et semblent commencer à développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais plutôt que de la sauver, le héros en carton qu'est Connor va plutôt faire un deal avec Marcus, son aide dans un braquage contre Nia qui devra sauver sa mère. Sympa le mec gentil et héroïque. Va donc s'en suivre un braquage ambitieux qui est un succès mais tourne mal. Les hommes de Marcus abattent des policiers et se retournent contre la bande de Garrett, dont fait partie Connor. Les deux acolytes de Garrett sont également tués, et les deux hommes s'associent pour se venger de Marcus et s'emparer de Nia. Et le pire, c'est que même après avoir fait la peau du dealer en chef, laissant la place libre pour Garrett, Connor lui ne va même pas sauver la fille. Enfin, il tente, mais uniquement pour sauver sa mère. Et même ça, il va finir par le foirer, laissant tout de même la guérisseuse partir, avant que lui ne se retrouve en prison. Quel grand héros. Et puis, 5 ans plus tard, la seconde partie commence, alors que Connor sort de prison. Immédiatement, Garrett tente de reprendre contact avec lui, mais Connor refuse. Il est bien déterminé à revenir dans le droit chemin. Le jeune homme tente donc de reprendre sa vie en main en travaillant aux côtés d'une amie de sa mère dans un centre communautaire. Jusqu'à, évidemment, qu'il se retrouve mêlé à une sale histoire.
Les flics, devenus apparemment plus respectueux et propres, sont en fait dirigés par le pire des pourris, qui collabore avec Garrett pour protéger le trafic de Psyche. Et Connor doit prendre sous son aile une jeune fille qui a été témoin du meurtre de son frère par cette même police si respectable. Une police notamment équipée d'un nouveau type de robot, des chiens censés être non létaux. C'te bonne blague. Bref, dans tout ce bordel, Connor doit alors lutter contre son ancien boss, Garrett, puis contre la police, et tente donc de prendre contact avec les flics qui l'ont arrêté 5 ans plus tôt. Mais l'un d'entre eux, le plus intègre des deux, n'est plus là, alors que son ancien collègue, autrefois raciste, est devenu bien plus cool. Alors qu'il essaye de faire tomber le nouveau méchant flic qui lui-même est un super. Car oui, ce nouvel antagoniste est aussi un super. Encore une grosse surprise. Ou pas. Enfin, je sais pas pour vous, dites-moi. Et l'objectif de la petite bande devient donc de le dénoncer, ou en tout cas de trouver des preuves de sa pourriture. En conclusion, Code 8 partie 1 et 2 sont des films plutôt palpitants qui explorent les thèmes de la discrimination, de l'oppression et de la lutte pour la justice dans un monde où les personnes dotées de super pouvoirs sont traitées comme des citoyens de seconde classe, que l'on pourrait aussi considérer comme un contre-pied à The Boys. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai mis un moment à capter, mais le nom du film, Code 8, fait en fait référence à la classification de la société dans laquelle se déroule l'intrigue du film. Dans cet univers, les personnes dotées de pouvoirs spéciaux sont classées de différentes catégories en fonction de leur dangerosité. Le terme Code 8 désigne spécifiquement les individus dotés de pouvoirs mais qui ne sont pas considérés comme extrêmement dangereux, ce qui était le cas de Connor au tout début. Ainsi, le titre évoque directement l'univers du film et met en lumière le statut des personnages principaux qui appartiennent à cette catégorie, et font face à la discrimination et à la marginalisation de la société en raison de leur pouvoir. C'est donc un choix de nom qui reflète parfaitement le thème central du film et son contexte sociopolitique, bien que celui-ci reste malheureusement très discret dans les films. Et concernant cette suite donc, il était déjà très clair, à la simple vue du trailer de la partie 2, que le film avait passé un cap. En termes de budget, ça c'est sûr, mais aussi techniquement. L'image est clairement plus belle, plus cinématographique, là où le premier film ressemblait juste à une série télé sans trop d'ambition, malgré ses effets spéciaux qui étaient vraiment pas mal pour si peu cher. On a donc une réelle évolution, avec une meilleure caméra, une meilleure photographie, des décors plus engageants, ainsi qu'un étalonnage plus pro. Même le son semble plus propre. Et les effets spéciaux, bien sûr, ont pris un peu de galon. Les pouvoirs des personnages sont visuellement saisissants, ce qui contribue à l'immersion du spectateur dans l'univers du film. Même si, là encore, c'est loin d'être toujours parfait. Les éclairs au ralenti, par exemple, au tout début, n'étaient vraiment pas ouf. Et ce deuxième film ajoute même quelques nouveaux pouvoirs pour enrichir le lore, comme le coup du caméléon ou la gamine qui peut contrôler les machines. De plus, le film offre des scènes d'action impressionnantes et bien réalisées. Les pouvoirs spéciaux des personnages sont utilisés de manière inventive, ce qui donne lieu à des combats dynamiques et visuellement stimulants. De même que les robots, et notamment les nouveaux, les chiens, qui sont vraiment pas mal. Code 8 partie 2 a une durée de 1h40, soit à peu près le même timing que le premier, mais je trouve qu'il gère bien mieux son rythme. En même temps, c'est simple à expliquer vu que les personnages et enjeux globaux de ce monde n'ont plus à être présentés. Et d'ailleurs, pour les retardataires, justement, le film nous offre quasiment la même intro que dans le premier film, présentant l'histoire sociale et sociétale de ce monde, avec les nouveaux enjeux liés à la police, aux drones humanoïdes, les gardiens, et aux chiens mécaniques. On a également une petite référence au braquage qui tourne mal dans le premier film. L'un des points forts de Code 8 était son concept original qui explorait la marginalisation des personnes dotées de super pouvoirs. En situant l'action dans un monde où les individus sont discriminés, le film nous offre une perspective intéressante sur les thèmes de la discrimination, de l'oppression et de la justice sociale. Et la suite poursuit évidemment dans cette lignée. Toutefois, on n'entend plus parler de ce cartel ou je ne sais quoi, le réseau de trafic qui était très mystérieux et semblait tout puissant dans le premier film. Ça aurait pu faire un bon antagoniste pour cette suite, mais non, même si le choix des flics pourris et donc du système qui est corrompu est aussi un choix très intéressant, à condition de bien le traiter. Et ici, ce sont donc les gentils flics qui sont en fait des gros pourris. Ce n'est certes pas très original, mais ça reste pas trop mal amené. Même si on s'en doute un peu, c'est toujours intéressant de voir un personnage de pouvoir, ici un flic tout beau tout propre et même idéalisé, qui en fait est un gros pourri. Toutefois, les deux films souffrent d'un développement de personnages limité, ce qui rend certains des protagonistes ou même antagonistes peu mémorables. Certains personnages semblent superficiels et manquent de profondeur, ce qui nuit à l'investissement émotionnel du spectateur dans leur sort. Cette alternance entre moments d'action ou de tension avec des passages très lents pour la construction des personnages et de l'intrigue n'aide vraiment pas à l'appréciation du film, surtout le premier. Ça fait un peu artificiel, même si le second se rattrape un peu là-dessus sans devenir exceptionnel non plus. Mais la partie 2 se concentre plus sur l'action pour éviter les cassures de rythme, donc c'est déjà ça. L'intrigue de Code 8 suit malheureusement des conventions narratives assez classiques et prévisibles, ce qui limite son impact dramatique. Certains rebondissements sont facilement prévisibles, ce qui peut diminuer l'excitation et la surprise chez le public, comme la révélation du talent de guérisseuse de Nia dans le premier, ou encore la véritable nature du méchant flic dans le second. Bien que le film explore des thèmes importants comme la discrimination ou l'oppression, son exploration de ces sujets reste souvent beaucoup trop superficielle. Ils auraient pu creuser plus profondément dans ces questions pour offrir une réflexion plus nuancée et pertinente. Et il en va de même pour le côté peut-être plus politique de l'intrigue.
Par exemple, le final du second film fait très vite l'impasse, comme le précédent, sur l'impact politique, médiatique et social de leurs actions. Et enfin, pour ce qui est du casting, les personnages secondaires font le taf, c'est cool. Et Stephen, ou Steven, le grand frère Amell donc, est vraiment le personnage qui brille le plus dans cette partie 2. Et heureusement, car déjà dans le premier, il portait vraiment le film à bout de bras, à lui tout seul. C'était la dynamique entre les frères qui a rendu l'intrigue convaincante il y a 5 ans. Leur connexion à l'écran apporte une profondeur émotionnelle aux relations entre leurs personnages, ce qui rend l'histoire un peu plus engageante. Et c'est dans ces rares moments que Robbie se distingue un peu. Sinon, on retrouve le Robbie Amell qui ne sait pas jouer, comme il nous l'avait reprouvé en 2023 avec son interprétation pitoyable de l'elfe rebelle dans The Witcher. Et l'avantage du deuxième film, c'est qu'il se concentre beaucoup plus sur Gareth. Ou en tout cas, c'est le feeling que j'en ai. Il devient vraiment plus central ici. Et tant mieux, il est beaucoup plus intéressant. On en vient même à avoir pitié de lui. Après avoir perdu ses amis, sa team, par sa faute dans le premier film, là, il a retrouvé la même dynamique, un surpuissant et un pyro, même si les sexes et couleurs sont inversés. N'est-ce pas Netflix? On vous a vu. Et là encore, il s'associe aux mauvaises personnes, ce qui lui coûte la vie de ses proches. Encore. Et cette évolution le mène lentement mais sûrement vers au final la seule personne qui ne l'a jamais déçu, trahi ou tout simplement voulu du mal, le jeune Connor. On a donc un arc de rédemption plutôt pas mal pour Gareth. Alors que de son côté, Connor devient enfin, et très vite fait, le héros qu'il aurait aimé être depuis le début. En effet, dans la première partie, on a vraiment affaire à un héros raté, qui est très loin d'être à la hauteur de ce qu'il aurait aimé et surtout qui se laisse glisser vers le côté obscur par égoïsme. Au moins, il s'est rattrapé au dernier moment en refusant que la guérisseuse ne se sacrifie pour sa maman, mais c'était quand même un peu foireux. S'il avait été un vrai héros, il l'aurait juste sauvé pour son bien, et puis elle aurait pu tenter de son propre chef de sauver sa mère, ou au moins de la soulager un peu. Il serait finalement au même point, la culpabilité en moins. On a donc un Robbie qui est un véritable héros raté, comme dans tous ses rôles, ça doit être sa malédiction, alors que Gareth, qui est plutôt un anti-héros, dans ses bons jours, a une véritable construction. On sent même qu'il cache encore quelques secrets. L'outro du film nous montre d'un côté Connor qui a repris sa vie normale et bien chiante, même s'il n'est plus seul et qu'il a trouvé une nouvelle mission en tant que nouveau responsable du centre communautaire. Et de l'autre côté, Gareth qui est en tôle mais qui a finalement réussi sa mission lui aussi, qui était d'aider son quartier. Car là, une aide vient d'être débloquée pour aider ce même quartier. Même si on apprend aussi que quelqu'un d'autre a repris le bis de Psyche. Ce qui est justement ce qui le fait sourire. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Une troisième partie est-elle en préparation qui fera revenir Gareth dans toute sa force pour enfin affronter cette espèce de cartel ou que sais-je, pour libérer leur ville du Psyche et de la corruption qu'il engendre. En conclusion, Code 8 est un film de science-fiction qui a bénéficié d'une implication significative des fans dans son financement et sa promotion. Bien qu'il mérite des critiques mitigées, il a trouvé son public et est devenu très populaire sur Netflix après sa sortie, notamment grâce à la notoriété de son casting. Code 8 est un film de science-fiction qui offre une expérience divertissante grâce à son concept original, ses scènes d'action bien réalisées et la chimie entre ses acteurs principaux. Et en vrai, on ne lui en demandait pas plus. Cependant, il souffre de certains défauts, notamment un développement de personnages limité et une intrigue prévisible. Malgré ses imperfections, le film a réussi à captiver le public et à susciter l'intérêt pour son univers. Laissant donc penser que si le succès est à nouveau au rendez-vous, une troisième partie fera sûrement son apparition un jour. Voilà, j'en ai fini avec cette petite saga filmique en devenir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à me le faire savoir avec un like, un commentaire ou un partage, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.